Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir nos invités, dont le nom s'affiche ici. Vous allez pouvoir les rencontrer autour de cette table ronde sur le développement local en 2050. J'appelle, s'il vous plaît, Azilise Gouez, vice-présidente Nantes Métropole, représentante France Urbaine et de l'AFL. Merci beaucoup. Également, Betty Marceroux, directrice de la... Ah, pardon, excusez-moi. Béatrice, décidément, effectivement, nous avons eu des soucis de santé. Béatrice s'excuse. Et donc, Georges Bras qui la remplace. Délégué aux affaires territoriales de la Poste. Frédéric Wallet, chercheur et codirecteur du programme Tetrae à l'INRAE. Bienvenue, merci. Et puis, Nicolas Sauré, président délégué de la ANPP, territoire de projet. Merci de nous rejoindre. Développement local en 2050. Je ne sais pas s'il y a des thèmes faciles au cours de ces 2 jours, mais en tout cas celui-là, il met la barre très haut, puisqu'effectivement, c'est un thème pour se projeter dans les décennies à venir et se dire qu'au regard des évolutions substantielles de notre écosystème, il y a bien des sujets sur lesquels travailler, écologie, énergie, crise sanitaire, crise géopolitique. Et donc on a voulu... on dit que les choses graves se traitent légèrement, donc on vous a mis un petit dessin humoristique. Je mélange tout. Les acteurs avec de l'organisation, de la concertation, de l'innovation. Et n'oublie pas les spécificités locales, parce que c'est ça qui est au cœur des solutions, et tout ça fait l'alchimie territoriale. Dans une définition plus classique que ce dessin, Bernard Husson nous dit le développement local, c'est d'abord un processus décisionnel. C'est la difficulté majeure dans le développement et la gestion de la complexité. Cette complexité d'ailleurs qui nous invite à être ensemble pour résoudre les problèmes. Dans cette perspective, la proximité est un atout essentiel parce qu'elle s'appuie sur une bureaucratie allégée, permet l'implication d'un nombre élargi de groupes de population et favorise les synergies entre eux. Alors pour commencer, on a voulu inviter le point de vue académique avec Frédéric Wallet, chercheur à l'INRAE et qui dirige le programme de recherche Transition en territoire de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Alors Frédéric Wallet, on a commencé à préparer votre intervention et on se disait quand même il faut commencer par la diversité des territoires. Je vous laisse la parole. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc moi, comme ça a été rappelé, je dirige un programme de recherche national. Je ne sais pas si le président Rousset est encore là, mais qui est en partie financé par la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Et notre objectif, c'est d'essayer de penser la manière dont le développement territorial va évoluer dans le futur et comment on peut mettre en place des dispositifs de création de connaissances qui rendent compte qui correspondent aux besoins de la diversité des territoires. Donc quand on dit ça, ça veut dire qu'on va se représenter cette diversité et le fait que tous les territoires ne sont pas égaux par rapport à leur vulnérabilité, à leur capacité de résilience, et que les trajectoires dans lesquelles ils sont en mesure de s'ancrer sont différentes aussi, et donc la manière de penser la résilience, de penser la transition doit être différente. On est en pleine situation de crise de l'agriculture. Depuis quelques années, il y a un mouvement de recherche qui prend pied dans le monde académique. On appelle ça la géographie du mécontentement. La géographie du mécontentement, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire le mouvement des Gilets jaunes, ça veut dire un vote pour des partis politiques qui requestionnent, voire remettent en cause le projet européen. Ça veut dire ces jours-ci les agriculteurs qui montent à Paris. Et donc la question du bonheur local, c'est aussi comment on peut essayer de répondre à ces mécontentements en mettant en place des solutions qui correspondent aux besoins des populations des territoires.
C'est aussi donc de prendre en compte la diversité des besoins. Le bonheur local, pour une personne qui habite en territoire rural, ce n'est pas forcément la même chose selon qu'on ait 80 ans ou qu'on soit parent de jeunes enfants. Et donc, comment est-ce qu'on fait communauté sur le territoire et comment on se projette collectivement dans un futur souhaitable pour le territoire qu'on habite. Donc tout ça, ça appelle en fait une prise en compte différenciée des populations et une prise en compte différenciée des profils territoriaux pour essayer de créer, d'inventer des solutions nouvelles. Alors, la question c'était... Je continue ? La question, ce n'était pas de faire simplement le bilan de où on en est aujourd'hui, mais de se projeter à horizon 2050. Alors, si on regarde à horizon 2050, en fait, on va avoir des choses qui vont s'imposer à nous et puis des choses qui sont matière à débat, à discussion, à compromis. Ce qui va s'imposer à nous, je dirais qu'en premier lieu, c'est l'évolution démographique de la population française. Juste, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, pour caler quelques idées. Donc aujourd'hui, on a une population à peu près de 67 millions d'habitants. On sera en 2050 à un peu plus de 69 millions. Mais c'est surtout la structure de la population qui va changer. Avec par exemple un doublement de la population de plus de 85 ans. On a vu au cours des dernières années avec les scandales autour de l'accueil des personnes âgées qu'on n'était pas au niveau pour le moment. On n'était pas au niveau alors que cette population représente à peine 3% de la population nationale. Qu'en sera-t-il dans 25 ans quand elle représentera quasiment 7%? Ça veut dire aussi ce vieillissement de la population qu'on va avoir des aspirations nouvelles et puis on va avoir une part relative de la population en âge de travailler qui va diminuer par rapport à la population totale. Et donc, ça questionne aussi la manière dont on va pouvoir créer la richesse, créer le développement, créer les activités pour répondre à la part de population qui n'est pas active. Donc, on voit bien ici qu'il y a un certain nombre d'enjeux nouveaux qui vont se créer autour de la santé, autour de l'accompagnement du vieillissement, de la mobilité, et puis de partage aussi de la charge des dépenses et puis de la création de valeur pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on repense complètement les solidarités. Ça veut dire aussi qu'on repense les politiques publiques qui viennent en appui à ces nouveaux besoins. Toutes les régions ne seront pas touchées de la même manière. Et ce point, il n'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'à l'échelle nationale, eh bien, on n'aura pas forcément les mêmes solutions à mettre en place, les mêmes problématiques à gérer, selon qu'on soit dans des régions comme Pays de la Loire ou Occitanie, qui vont continuer à gagner en population et d'autres qui vont en perdre. Et donc, encore une fois, ça appelle à la fois à penser les spécificités territoriales et puis une stratégie autour d'une cohésion. Qu'est-ce que c'est que faire France en 2050 alors qu'on sera sur des dynamiques qui peuvent être totalement différenciées d'une région à l'autre. Ce qui va s'imposer à nous également, c'est les éléments de changement climatique. Ça, on aura beau faire ce qu'on voudra, maintenant, la balle est partie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se poser la question, est-ce qu'on continue comme business as usual? Est-ce qu'on continue comme on a toujours fait ou est-ce qu'on s'engage? Ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises depuis le début de la matinée. Est-ce qu'on s'engage dans la sobriété? Et puis, quelle sobriété? Un des intervenants de la table ronde d'ouverture disait sobriété ou décroissance. C'est pas la même chose. Et puis, est-ce qu'on a une croyance aveugle sur les capacités de la technologie à répondre à nos besoins? Je regardais un film ce week-end. Le président Macron disait que l'avenir de la ruralité, c'était 3 choses. C'était le numérique, la robotique et la génétique. C'était son discours de France 2030. On peut questionner la pertinence de ce cercle. À titre personnel, sans rejeter ces solutions,
J'y mettrai aussi peut-être davantage de solutions fondées sur le vivant. Paiement pour services écosystémiques, ça a été rappelé par Alain Rousset tout à l'heure, mais aussi évolution vers une transition agroécologique pour l'agriculture. Moi, je suis chercheur à INRAE, on travaille beaucoup sur ces solutions, mais on a des programmes de recherche aussi sur la robotique, parce qu'il ne faut pas totalement rejeter ces solutions. Mais en tout cas, il y a besoin de se poser la question, de trouver des compromis sur le poids relatif qu'on veut accorder à ces différentes solutions, comment les combiner également, comment les financer, et notamment, on le voit aujourd'hui avec la crise des agriculteurs, essayer de voir si on les paye à l'hectare ou est-ce qu'on les paye pour la diversité des services rendus, c'est-à-dire une alimentation de qualité pour les populations, mais aussi une préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la qualité des eaux, etc. Et si on doit réfléchir autrement pour se dire, effectivement, il y a le vivant et le non-vivant, comment est-ce qu'on fait pour raisonner ensemble sur cette manière de se projeter vers 2030, mais aussi 2050 ? Je voulais poser la question à Nicolas Soré, président délégué à NPP. Comment est-ce qu'on fait pour raisonner autrement pour ces transitions environnementales ? Comment est-ce qu'on peut se servir des COP régionales, pour se dire quelle conciliation entre le temps court et le temps long pour pouvoir réfléchir ensemble. Bonjour à tous, merci beaucoup. Vous avez ouvert là-dessus, nous poser la question du développement local en 2050, c'est effectivement quasiment un sujet de dissertation, donc il a fallu réfléchir. Et moi, quand j'ai essayé de penser à ce que je pourrais dire, appuyer sur mon exercice local de président d'un PETR dans le nord de Lyon, donc un département extrêmement rural, néanmoins à 1h30 de la capitale, à 1h30 de Paris. J'ai essayé de me dire, mais quel est notre rôle, nous, d'ici 2050 ? Qu'est-ce qu'on veut pour 2050 ? Qu'est-ce que j'ai voulu, moi, en coordonnant le projet de territoire des 5 intercommunalités qui composent le PETR du nord de Lyon, qu'est-ce qu'on a voulu dessiner comme avenir possible ? C'est d'abord de se dire qu'on veut un territoire où l'on puisse vivre et où l'on puisse continuer à vivre. Et c'est la question que vous posez face aux grands changements. On va avoir des territoires qui vont aujourd'hui se poser cette question, de se dire est-ce qu'en 2050, on est encore capable d'assurer que mon territoire soit vivable ? Donc un territoire où l'on puisse vivre. 2, dans l'absolu, un territoire où l'on puisse vivre bien et plutôt même vivre mieux, pour essayer de faire en sorte que cette longue marche du progrès, qui est celle de l'histoire de l'humanité, où chaque génération qui vient a toujours eu conscience qu'elle vivrait mieux que la génération qui la précédait, comment nous, on assure encore ça dans un temps où, précisément, et je pense que c'est une source de beaucoup de nos maux du moment, et pour faire écho au discours de Josiane, de notre présidente ce matin, qui fait que ça décroche en termes de perception du bonheur, alors qu'on est un pays très riche, et que pour autant on n'a pas l'équivalent en termes de ressenti dans la population. Je pense que l'une des choses, moi c'est vraiment une perception forte que j'ai, peut-être c'est parce que je suis sur un territoire rural, c'est qu'on a chez nous toute une partie de la population qui soit vit un déclassement, soit perçoit qu'elle va vivre un déclassement, que ses enfants vivront un déclassement social, économique. La question que vous me posez, donc, elle est plutôt sur le premier point, c'est-à-dire comment on s'assure que le territoire demeure vivable, notamment face à ce grand défi qu'est la transition environnementale. D'autres grands défis, vous les avez cités, notamment la transition démographique, le vieillissement de la population. Sur cette question de la transition environnementale, moi, quand je m'exprime sur mon territoire dans Lyon, je dis 2 choses. Je dis, il y a des choses qu'on n'arrêtera plus. C'est ce que vous avez dit. C'est trop tard. Il y a des décisions qui auraient dû être prises, qui n'ont pas été prises. Et donc là, on est plutôt sur la question de l'adaptation. Comment on fait pour adapter notre territoire ? Et puis, on n'est pas obligé d'en remettre, c'est-à-dire comment on fait en sorte quand même de stopper l'hémorragie et de faire en sorte qu'on ne continue pas à rendre encore plus invivable demain le territoire qu'on aime.
moi, la solution que j'ai trouvée, en tout cas localement, parce que je suis confronté, comme tout le monde, je pense, dans cette salle, c'est-à-dire essayer de dessiner le temps long, c'est notre rôle d'élu, de projeter, et en même temps voir que dans mon bureau de maire, les gens qui défilent viennent rarement me parler du temps long et de la stratégie que je mets en place pour le temps long, et viennent plutôt me poser la question de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine pour eux, comment ils vont se loger, comment ils vont se nourrir. C'est ça nos questions. Et donc, c'est tenter de faire en sorte de faire comprendre aux gens que trouver des solutions au temps long, c'est aussi répondre à leurs difficultés du moment. Et ça, c'est pas facile parce que c'est complètement contre-intuitif. Donc nous, on a mis en place beaucoup de concertations, de rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, dans un moment où en plus, pour une certaine partie de la population, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Et donc, il faut convaincre que quand on a quand même globalement... Moi, j'ai des maires dans mon interco qui nient encore les rapports du GIEC et qui m'expliquent que j'ai un maire là qui a fait ses vœux en reprenant la pluviométrie depuis 50 ans. Et il a énuméré tous les niveaux de pluviométrie depuis 50 ans pour expliquer que tout ça, c'est des conneries. Donc, il y a tout ce sujet déjà de comment on emmène avec nous des gens qui ne sont pas convaincus. Et comment on co-construit les solutions. C'est le sujet de nos conseils de développement, c'est le sujet des corps constitués. C'est pour ça que je fais partie de ceux, moi, qui pensent qu'il faut arrêter de les malmener et plutôt les reconsidérer parce qu'on a besoin qu'ils nous aident à emmener la population avec nous. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est collectif, et emmener le plus grand nombre de gens avec nous pour essayer de dessiner ensemble les solutions de demain, mais qu'il faut construire et mettre en place aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas Soré. C'est comme si vous m'aviez tendu une perche pour passer la parole à Azilis Guez, pour qui le maître mot est coopération, coopération, coopération. Et donc, effectivement, Azilis, pour vous aujourd'hui, quand on parle de coopération, qu'est-ce que ça veut dire que ce type de coopération, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, et on évoquait par exemple le partage des ressources, mais pas que. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans cette projection du développement local à 2050 ? Eh bien, moi, en effet, en tant qu'élue métropolitaine dans cette assemblée, je pense que nous sommes en train de vivre une véritable bascule en matière de modèle de développement local, une bascule vers un modèle dont aujourd'hui nous ne voyons peut-être pas la pleine étendue, mais certainement les prémices. Et ce modèle, vous l'avez dit, je pense que nous y serons entrés de plein pied en 2050 et qu'il se caractérisera par la coopération entre les villes et les campagnes, par des logiques de réciprocité et par un jeu de complémentarité vertueuse entre territoires urbains et territoires ruraux. Alors, pourquoi est-ce que je suis convaincue que cette logique des coopérations a de l'avenir et que c'est elle qui prévaudra en 2050, alors même que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi la montée en puissance d'une petite musique sur les fractures territoriales. C'est ce motif aussi qu'on voit coloniser le débat public contemporain. Mais je pense que c'est la logique de coopération qui l'emportera, tout simplement parce que la prise de conscience de nos interdépendances entre villes et campagnes, de la nécessité de coopérer, n'a jamais été aussi aiguë. Et cela pour deux ordres de raisons. La première raison, c'est que nous avons pris conscience de la finitude de notre planète et des ressources planétaires, et que cela nous impose de coopérer entre villes, entre campagnes, entre territoires hétérogènes pour mettre en place une gestion qui soit à la fois sobre mais aussi équitable de ressources qui sont aujourd'hui en voie de raréfaction. Et je pense évidemment aux terres agricoles, aux terres nourricières, au foncier en général, au foncier économique aussi. Je pense à l'eau aussi évidemment, je pense aux minéraux
tels le sable, qui sont indispensables pour la construction de nos villes et de nos bourgs. Je pense à la diversité animale et végétale, ce qu'on appelle la biodiversité. Tout ça, c'est en voie de raréfaction et nous devons orchestrer collectivement une gestion sobre et durable de ces ressources. Le deuxième grand ordre de raisons qui nous pousse à coopérer, je pense qu'il a trait, lui, aux heurts géopolitiques que vous avez évoqués tout à l'heure, monsieur. C'est-à-dire que dans un monde où la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, mais aussi d'une certaine façon, même si elle est plus lointaine, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, tout ça, ça nous a montré la fragilité de chaînes de valeur globalisées et la nécessité d'orchestrer à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et aussi bien sûr à l'échelle locale la relocalisation, la reterritorialisation de nos modes de vie, de nos systèmes productifs. Donc pour le dire en quelques mots, puisque vous nous demandez, c'est un exercice qui n'est pas facile que de brosser en quelques touches une vision du développement local en 2050. Moi, je voudrais dire deux mots de la méthode que nous pouvons envisager, la caractériser, peut-être donner une illustration, dire deux mots aussi des moyens qu'on pourrait extrapoler pour le développement local en 2050 et enfin tracer un horizon temporel. Alors, sur la méthode, effectivement, on en revient aux fondamentaux. La coopération, c'est tout simplement une méthode de dialogue. Et ça, c'est ce que l'on met en œuvre à l'échelle de Nantes Métropole avec nos territoires voisins, à différentes échelles. Un dialogue structuré, continu, avec les entités voisines, qui ne sont pas seulement des EPCI. On a aussi un contrat de réciprocité avec le PETR du Pays de Ré, nous parlons aussi avec le pays du vignoble, et puis on a des relations avec des entités au statut un peu plus ambigu, un Parlement de Loire, donc on voit aussi s'institutionnaliser, pour en revenir à votre question des relations entre humains et non-humains, aussi de façon nouvelle, les grandes entités naturelles que sont les fleuves, les forêts. Donc ce dialogue continue. Il serait facilité si l'État nous permettait de nous inscrire dans des logiques contractuelles, pluriannuelles. Et ça, là, je mets ma casquette France Urbaine. Ça, c'est une demande de France Urbaine. Nous considérons que la logique des appels d'offres du court terme ne nous aide pas à consolider nos coopérations entre villes et territoires ruraux. Et donc, nous faisons en quelque sorte avec nos petits bras, nous, Métropole de Nantes, enfin moi, en tant que vice-présidente de la Métropole de Nantes, j'assume autant que possible une mission d'aménagement du territoire dont on attend aussi que l'État la facilite. L'objet de ce dialogue, donc pour en revenir à votre question, c'est effectivement le partage de la valeur. Alors, très concrètement, ça implique une articulation de nos politiques publiques métropolitaines avec celles des EPCI voisins, en matière, par exemple, de stratégie économique, en matière de stratégie foncière, le foncier étant vraiment la mère de toutes nos politiques publiques aujourd'hui, en matière de gestion des ressources, je l'ai dit, mais aussi en matière de recomposition d'alliances productives à une nouvelle échelle. Donc, je peux dire que, ça c'est aussi une position je dirais, plutôt nouvelle de France Urbaine, qui est de considérer que les métropoles sortent d'un cycle de développement pendant lequel elles ont plutôt eu tendance à mettre en œuvre des stratégies, ce qu'on appelle les stratégies d'attractivité, de globalisation. Les métropoles se regardaient plutôt entre elles. Et puis, les territoires entre ces hubs de l'économie monde, il était en quelque sorte circonvenu. Là, on est vraiment dans un nouveau moment du développement local, en tout cas tel qu'il est pensé par les métropoles, qui est un moment, je dirais presque littéralement, d'atterrissage. Et cet atterrissage, il implique de reconstruire une capacité productive avec les territoires voisins, d'avancer sur
les phénomènes de réindustrialisation, de relocalisation productive, en faisant en sorte que nos territoires locaux soient des territoires de production diversifiés, déspécialisés. On pourrait y revenir, ça c'est pour nous très important. On considère qu'il n'y a pas à y avoir des territoires dans cet environnement qui sont assignés à une fonction unique, que ce soit uniquement de production agricole, uniquement de fonction résidentielle ou autre. La clé de la résilience de nos systèmes locaux, c'est cette diversité d'activités. Et la question de la valeur, c'est aussi la question de ce à quoi nous attribuons, enfin, à qui nous donnons aussi de la considération. Et la période précédente, qui a quand même été marquée par la délocalisation des activités de la main, pour le dire en 2 mots, des activités manufacturières, est aussi une période qui est allée de pair avec une forme de déconsidération de ces métiers de la main, des métiers ouvriers, des métiers de production au sens large. Et donc la question de la valeur, c'est aussi la question de la réparation, d'une déconsidération de ce qu'on a pu qualifié de métier d'exécution quand les métropoles, pendant tout un temps, s'étaient plutôt concentrées sur les métiers de conception, de design, etc. Et donc je pense que ça, c'est vraiment l'une des clés du développement local en 2050. Et je vais aller très vite sur la question des moyens. J'aurais voulu illustrer, mais je crois que mon temps est en train de s'écouler, donc je n'ai pas illustré. L'illustration que je voulais vous donner, elle touchait au domaine agricole et alimentaire. On pourra peut-être y revenir dans le temps des questions. Mais sur la question des moyens, j'ai 2 messages à vous faire passer. Le premier, puisque j'ai aussi aujourd'hui une casquette AFL, c'est de dire qu'on doit vraiment... Enfin, l'AFL est donc une agence, une banque qui a été créée par les collectivités locales, qui est gouvernée par les collectivités locales. Donc là, on rejoint la question de l'autonomie, et une agence qui, de façon explicite, donne les mêmes critères de prêt aux petites communes et aux métropoles, ce qui est loin d'être le cas de toutes les banques. Et donc cette question très tangible des moyens, de l'autonomie fiscale. Tout à l'heure, le président de région a parlé des compétences, de l'autonomie, de l'acquisition de nouvelles compétences pour les régions. Acquérir de nouvelles compétences, ça veut dire aussi avoir les moyens de mener nos politiques publiques. Et donc ça, cette question, elle est d'autant plus cruciale qu'on est dans une période où l'on nous annonce une constitutionnalisation de la fiscalité des collectivités locales. Or, ce que nous défendons à France Urbaine, ce que je défends moi aussi comme élue bretonne, je suis aussi conseillère régionale de Bretagne, c'est vraiment, s'il doit y avoir constitutionnalisation, c'est la constitutionnalisation de l'autonomie de ressources propres pour les collectivités locales, sans lesquelles nous ne pourrons pas mener nos projets de développement demain. La constitutionnalisation des dotations serait tout à fait pareil, tout à fait autre chose. Et nous, on veut vraiment sortir de cette logique de dotation, de subvention. Pour finir, un mot sur l'horizon temporel. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on revient sur des logiques de long terme, parler de nos pays. Là aussi, c'est comme bretonne que je suis très attachée au pays, puisque chez nous, les pays, je vois les amis du Craze Brace, du pays Cobb, là au milieu de la salle, il y a vraiment une épaisseur historique, culturelle des pays bretons, un habitus des circulations entre campagne et petites villes. Mais je pense que le vieux slogan de vivre et travailler au pays est un slogan qui a beaucoup d'avenir, et que ce que nous devons nous efforcer de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est justement vivre et travailler au pays à l'heure de l'Anthropocène, ce qui nous oblige, ce qui nous impose ou nous invite plutôt à travailler les relations, les circulations au sein de nos bassins de vie, au sens fort du terme, bassin de vie au sens de creuset d'habitabilité pour les générations actuelles et futures. Et ça, vraiment, ça nous inscrit dans des logiques de long terme.
Je vois pourquoi vous avez été une plume inspirante. Je dis, je ne vous ai pas interrompu et je vois pourquoi vous avez été longtemps une plume inspirante. Merci beaucoup effectivement de tout se dérouler. Alors pour vous expliquer un petit peu le principe aussi qu'on a choisi pour ces différentes tables rondes, c'est que je ne joue pas le rôle de questionneur intermittent, mais bien pour une fois que chacun puisse développer son propos, développer sa pensée, tout en laissant ensuite la place au questionnement de la part de la salle. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments cruciaux avec nous. Et puis, pour rebondir sur votre propos, si je peux le dire ainsi, Georges Bras, vous étiez, Azilis Gouès, vous étiez en train de nous parler de cette coopération interacteurs. Et dans cette coopération interacteurs, il y a les territoires entre eux, et puis il y a ceux qui ne sont pas des territoires. Il y a ceux qui sont aussi des acteurs économiques, ceux qui sont des acteurs associatifs. Et là, on a la chance de recevoir avec nous le délégué aux affaires territoriales du groupe La Poste, Georges Bras. Et pour vous, en tant que structure implantée sur tout notre territoire, comment est-ce que vous appréhendez 2050 dans vos différents travaux de réflexion ? Alors, je vous prie tout d'abord d'excuser Betty Marcero, qui est la directrice de la stratégie du groupe La Poste, mais ce n'est pas elle qui a eu un souci de santé, mais son conjoint, et donc qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Et bien évidemment, j'ai accepté de la remplacer au pied levé. On s'est bien évidemment calé ensemble sur les propos qu'elle voulait partager avec vous. Tout d'abord, peut-être avant de se projeter à l'horizon 2050, et c'est ce que l'on aime bien dans les grandes structures, donc bien évidemment la Poste ne fait pas exception, c'est de regarder ce qui s'est passé de par le passé. 2050, c'est dans à peu près 25 ans. Donc, quid, si on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'était passé et comment on se comportait en 2020 ? En 2020, Internet était vraiment à ses différents débuts, du côté des particuliers, des administrations, avec les différents modems. Ce n'était pas le sujet de la fibre. On était vraiment sur encore des liaisons cuivre qui fonctionnaient pour l'ensemble de nos différentes utilisations du quotidien. Nous n'avions pas nos différents smartphones, donc c'est vrai que nous n'étions pas systématiquement en réunion en train de traiter des mails sans forcément écouter ce que l'on fait à côté, plutôt sur du fonctionnement de SMS qui pouvait être bien utile par moment, mais effectivement avec des outils de téléphonie beaucoup moins poussés que ce que nous avons aujourd'hui. Si on regarde certains aussi grandes entreprises, Amazon était une jeune société qui ne vendait que des livres et qui perdait de l'argent. Donc on voit bien aussi le changement de ce côté. Et bien évidemment, du côté des réseaux sociaux, on en était vraiment au tout début, pour ne pas dire à vraiment quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, timide. Du côté des collectivités locales, il existait une fiscalité locale, effectivement. Il existe toujours une fiscalité locale aujourd'hui, mais vous l'évoquiez, de plus en plus avec des dotations. Mais sachant que si on regarde ce que touchaient les collectivités locales en termes de dotation globale de fonctionnement et ce qu'elles touchent aujourd'hui, la DGF a quand même baissé de 30% en euros constants, ce qui n'est pas neutre aussi, bien évidemment, pour le fonctionnement des collectivités locales. Et si on regardait, nous, côté La Poste, ce que nous faisions il y a 25 ans, on distribuait 25 milliards de lettres, là où aujourd'hui on est plutôt à 6 milliards. Donc une baisse drastique, bien évidemment, du nombre de lettres que nous distribuons. Mais par contre, il y a une inversion. On distribuait 50 millions de colis. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement à plus de 700 millions de colis qui ont été distribués en 2023. Alors si vous permettez une petite page de pub, pour essayer d'éroder un peu la baisse du courrier, nous mettons à votre disposition gratuitement, avec l'ANPP, une petite carte postale sur le stand de La Poste, aux couleurs de La Rochelle, pré-timbrée. Et donc, vous pouvez l'adresser à qui vous le souhaitez. Et l'air de rien, la petite carte que vous envoyez, c'est toujours un peu de bonheur que l'on partage. Donc, on est bien évidemment sur cette thématique. N'hésitez pas. Mais c'est pas de la publicité, en fait, c'est de la contribution au bonheur local. On contribue au bonheur local en adressant quelques petits mots gentils à qui on le souhaite. Si vous êtes sympathique, on vous donnera même une deuxième carte postale, donc n'hésitez pas. Sur le stand de La Poste. Alors, à l'horizon de 2050, où serons-nous ? L'idée, c'est de focuser sur 3 sujets. Du côté, bien évidemment, de la transition démographique, ça a été évoqué. Du côté de la transition territoriale, parce que c'est vrai que les changements climatiques vont impacter les différents territoires. Et du côté aussi de notre tissu d'entreprise et industriel.
Tout d'abord, les services à la population avec la transition démographique vont être complètement re-questionnés. Le nombre de centenaires sera beaucoup plus important. Vous l'évoquiez, M. Vallée, effectivement, une pyramide des âges complètement bouleversée, avec une augmentation très forte des plus de 65 ans, des plus de 85 ans, et en contrepartie, une baisse aussi, avec le taux de fécondité qui baisse assez fortement en France comme dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, avec des moins de 15 ans qui sont beaucoup moins nombreux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les élus locaux sont très focusés sur les différents équipements en matière de petite enfance, les crèches, haltes garderies, en matière d'enfance, du côté des différentes écoles. Clairement, à l'horizon 2050, il faudra focuser plutôt sur les équipements destinés à nos différents seniors. Même si aujourd'hui, l'ensemble des différents politiques sont convaincus que dans le cadre du virage domiciliaire, il faut maintenir nos aînés à domicile le plus longtemps possible, avec le développement d'un certain nombre de services justement pour les accompagner, donc leur apporter des repas, leur apporter des médicaments, c'est tous ces services qui sont développés pour maintenir nos aînés à domicile. N'empêche, il faudra effectivement envisager demain pour nos aînés un peu plus d'équipements pour pouvoir les accueillir, des EHPAD, mais également donc re-questionner aussi l'ensemble de nos différents équipements publics de transport pour les adapter aussi par rapport à nos aînés. Du côté de la transition territoriale, le changement climatique nous impactera les collectivités locales, et nous sommes persuadés que les zones aujourd'hui où nous sommes sur un marché tendu ne seront pas forcément celles qui seront sur un marché tendu à l'horizon 2050, avec des mouvements de population. On évoquait la fresque que souhaite lancer l'ANPP, tout le monde connaît la fresque du climat, et on le voit que pour ceux qui ont réalisé la fresque du climat, les mouvements de population à travers les différents pays du monde. On est persuadé que l'Europe et en France, nous n'échapperons pas non plus à ces mouvements de population avec ces changements climatiques, et malheureusement on l'a vu encore avec des événements assez récents, je pense notamment à nos différents collègues sur le nord de la France, où il y a des zones où on a construit de par le passé, sur lesquelles on subit des inondations de manière assez fréquente et qui nécessitent aujourd'hui de revoir où nous pouvons effectivement nous installer, construire. Et donc, l'air de rien pour les élus, c'est adapter la ville sur elle-même et tout en évitant effectivement aussi de consommer des zones agricoles. Et c'est toute cette difficulté, c'est comment on peut faire du réinvestissement urbain dans un contexte de sobriété énergétique, mais aussi de changement climatique, avec des zones effectivement qui seront un petit peu différentes donc à l'horizon 2050. Et du côté du développement économique, comment est-ce que l'on voit les choses ? Alors tout d'abord, du côté du tertiaire, il est clair que tout ce qui se développe autour de l'intelligence artificielle va impacter les différents métiers. Et notamment, il y aura une révolution du côté de ce que l'on appelle les différents cols blancs. Du côté de l'artisanat et des services à la personne, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'emplois qui sont non délocalisables. Et ceux-là perdureront avec, on le voit bien, aussi des besoins importants en matière d'accompagnement de nos populations, d'accompagnement de nos aînés. Et ça, c'est des emplois pérennes et qu'effectivement, on essaye de revaloriser aujourd'hui. C'est toute la problématique dans le cadre de la loi sur le grand âge. Comment réattirer donc les personnes pour accompagner nos différents aînés sur ces différents emplois et donc maintenir ce lien social. Du côté de l'industrie, on l'espère, nous aurons peut-être gagné la bataille de la réindustrialisation et la réimplantation d'un certain nombre d'usines, tel que l'a souhaité le président de la République, pour éviter d'être dépendant de différents pays, d'être dépendant du trafic aussi des différents bateaux qui viennent de Chine, d'Asie, avec des difficultés aujourd'hui pour franchir le canal de Suez. Et donc on espère effectivement qu'on aura réussi à réimplanter un certain nombre d'industries en France pour produire directement du Doliprane et sans être dépendant de l'Inde, pour produire des batteries électriques, et on le voit bien qu'il y a une forte nécessité. Mais cela va nous amener aussi à nous poser un certain nombre de questions parce qu'on le voit bien, les besoins en matière d'énergie et notamment d'électricité sont beaucoup plus importants pour faire rouler nos véhicules, pour exploiter nos différents serveurs. Et bien évidemment, la question est prégnante, c'est quelle électricité on produira demain, du nucléaire, on essaie de le réduire, les énergies nouvelles, mais avec des besoins qui seront beaucoup plus croissants. Et du côté des travailleurs, clairement, si vous avez des jeunes enfants, vous le voyez bien, ils n'aspirent pas à la même carrière que vous, que moi. C'est être heureux dans sa vie. Et ce n'est pas forcément faire carrière. Et donc, on imagine bien qu'à l'horizon 2050, certes, nous aurons toujours des salariés, mais peut-être beaucoup d'entrepreneurs, auto-entrepreneurs, de personnes qui seront, j'ai envie de dire, être un peu autonomes, créer leur société, avec beaucoup de startups qui vont se développer, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu cette nouvelle génération,
Et on le voit bien, je ne suis pas là pour faire carrière, je suis là pour créer ma petite boîte, je suis là aussi pour profiter un peu de la vie, partir un petit peu en voyage et revenir tranquillement pour refaire quelque chose. Et donc je pense qu'il y aura aussi un changement assez profond du côté donc, des travailleurs. Et pour terminer, comment est-ce qu'on voit les collectivités locales et la Poste à l'horizon 2050 ? J'ai envie de dire, on est liés très fortement, bien évidemment, autour du lien social et des missions d'intérêt général que nous partageons avec les différents services publics que vous offrez, les différentes missions de services publics aussi qui nous sont confiées. Les collectivités locales, donc notamment les communes qui ont 200 ans d'existence, alors certes, les pôles et pays un petit peu plus récents. La Poste, créée avec Louis XI, 6 siècles d'existence. On est persuadé qu'à l'horizon 2050, à la fois les pôles et pays, les collectivités locales, les communes, la Poste perdureront parce que tout simplement, nous sommes, j'ai envie de dire, au service des citoyens, au service des territoires, et que le lien social, c'est ça aujourd'hui qui nous permet effectivement de faire vivre nos différentes structures. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous pour nous avoir apporté la pierre à l'édifice de cette manière de se projeter vers 2050 et de se dire mais comment est-ce qu'on va construire ensemble cette trajectoire de 2050, chacun avec son chemin. Et peut-être que pour compléter vos propos, on peut laisser la place à la parole à tous ceux qui sont venus nous rejoindre à La Rochelle et leur demander quelles sont vos questions sur ce thème du développement local en 2050. Quelles sont les questions que vous souhaitez poser à nos 4 contributeurs de ce matin ? Oui, on va vous amener un micro normalement. Alors, je partage la consigne qu'on m'a demandé de vous partager, le micro au menton. Merci. Ça ne s'allume pas, vous le mettez directement. Oui. Bonjour, donc Guillaume Laos, je représente le réseau national PIMS Médiation, un réseau d'associations de médiation sociale qui travaille un petit peu partout en France avec les collectivités. Et là, on a parlé des différents acteurs en matière de coopération, notamment donc les collectivités, les entreprises. Et je voulais savoir quelle place vous voyez pour les associations, qui sont quand même des espaces de dialogue importants et dont le modèle est quand même remis en question de manière assez significative depuis plusieurs années, notamment par ce que vous évoquiez, Madame Gouez, les appels d'offres, les appels à projets, la difficulté de se projeter sur des financements pérennes dans la durée. Quelle place vous voyez donc pour les associations dans le développement local en 2050 ? Merci beaucoup. Je vois une autre main, je crois, qui s'est levée. On va prendre plusieurs questions et puis ensuite on donnera la parole à nos 4 intervenants pour pouvoir répondre chacun, donner leurs éléments de réponse. Bonjour, merci pour cette table ronde. Bastien Debras, je représente l'entreprise J'achète Fermier. On fait partie des startups dont vous venez de parler, qui cherchent à avoir un impact territorial. Et on est un grand utilisateur des colis avec la Poste, donc on fait partie de vos chiffres, je pense. On est une nouvelle forme d'industrie basée sur le local, le territorial. On installe des mini-usines sur les fermes directement pour permettre aux agriculteurs de transformer à la ferme et de mieux se rémunérer. Je voulais vous poser la question dans le développement local sur les années à venir. Historiquement, les acteurs se battent pour avoir les plus grosses entreprises qui créent le plus d'emplois autour de chez eux. Qu'est-ce que vous pensez au contraire du déploiement de mini-industries partout sur le territoire, sur les fermes ou en local? Nous, on installe des conteneurs de transformation, donc une ferme, un conteneur, et on bosse avec pas mal d'agriculteurs partout en France là-dessus. Merci beaucoup pour ces deux premières questions. Alors, qui souhaite commencer à répondre sur la question de la place des associations dans ces coopérations? Et puis ensuite, effectivement, sur, j'ai envie de dire, des artisans à la limite entre l'artisanat et l'industrialisation, sur cette manière d'envisager les coopérations économiques. Je vois Azilis qui me fait signe de la tête, je vous en prie.
C'est un grand sujet. Donc, sur la place des associations, enfin, évidemment que les associations ont toute leur place dans le développement local. Quand je parlais des coopérations de la métropole avec les autres, entre guillemets, c'est vrai qu'on est face à des interlocuteurs qui sont de nature vraiment très diverses. Et ça va, je le disais, de divers agencements, je dirais, institutionnels, administratifs. C'est aussi des réseaux associatifs qui peuvent être des réseaux d'associations d'élus. Par exemple, la métropole de Nantes coopère avec le réseau Bruded, qui est un réseau d'élus locaux qui se déploie sur la Bretagne à 5 départements, mais on coopère aussi avec des associations de la société civile. Et pour ne pas multiplier les exemples, moi, ce que je trouve extrêmement précieux dans l'héritage des pays, mais depuis, même avant les pays voisins, quand on remonte au tout début de ce qui est en fait vraiment une philosophie du développement local, ce qui a été aussi une philosophie du développement rural, ça c'est quand même avant d'être juste un échelon d'élaboration de projets. Cette philosophie du développement local, du développement rural, elle s'est quand même appuyée sur des réseaux d'associations, sur des réseaux d'éducation populaire. Je pense au MRJC, au JAC, qui ont joué vraiment un rôle fondamental. Et moi, je pense vraiment que l'une des clés, c'est de raviver cet esprit-là. Donc oui, les associations ont toutes leur place là-dedans. Sur la question de la relocalisation productive, effectivement, je l'ai dit, nous on considère que l'une des clés, c'est de construire des systèmes territoriaux locaux qui soient diversifiés dans leur forme de production, mais qui soient productifs aussi. Et donc, évidemment, on parle d'une production qui est compatible avec les impératifs de transition écologique. Ça va sans dire. Aujourd'hui, penser la production, c'est aussi penser l'épanouissement des milieux naturels. Donc, il n'est pas question de revenir à une vision de l'industrie qui a été celle de l'extractivisme du dernier siècle et demi, pour le dire vite. Mais effectivement, là encore, je peux donner l'exemple de la ville de Nantes. Nous, on travaille avec donc le Pays de Ré dans le cadre de notre contrat de réciprocité à cette relocalisation productive, y compris en matière alimentaire et agricole, et en prenant nos responsabilités, ce qui est assez nouveau pour la métropole, en matière de développement agricole. C'est-à-dire qu'on considère que l'agriculture est un secteur vraiment stratégique pour l'avenir, et donc là, on investit financièrement dans la création. Alors, c'est pas très glamour pour certains urbains, mais c'est fondamental si on veut un système d'agriculture locale, dans la création d'un abattoir local avec un système demain, dès que la réglementation européenne le permettra, de caissons mobiles pour aller abattre dans les fermes, sur le lieu d'élevage des animaux. Et l'autre levier dont disposent les métropoles pour encourager la structuration de filières à l'échelle du grand territoire, donc du pays ou du PAT, c'est évidemment le levier de la commande publique. Et France Urbaine est aujourd'hui engagée dans une campagne à l'échelle européenne pour essayer de faire bouger le cadre juridique des marchés publics, parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que ce sont des marchés qui nous contraignent pour éviter les phénomènes de clientélisme, voire de corruption. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué d'utiliser ce levier de la commande publique pour favoriser des productions locales. Et ça, on veut faire bouger les choses, sachant que si on y arrive en articulant filière et cadre du PAT, on a un cadre collectif, transparent, qui pourra éviter les dérives de type corruption ou clientélisme. Merci beaucoup. Georges Bras, vous vouliez ajouter un élément de réponse aux questions qui nous ont été posées? Alors, oui, notamment sur la question qui a été posée autour des circuits courts, parce que c'est vrai que c'est un véritable sujet, c'est qu'aujourd'hui, nos différents agriculteurs seraient prêts à développer, j'ai envie de dire, de la distribution sur des circuits courts, y compris directement aussi vis-à-vis d'un certain nombre de particuliers,
plutôt que via des coopératives ou des grandes entreprises à qui ils peuvent être amenés à livrer. La difficulté du côté des agriculteurs, c'est que beaucoup d'ailleurs ne sont pas du tout informatisés ou équipés pour effectivement faire du commerce en circuit court directement auprès des différents consommateurs. C'est un vrai sujet. Donc nous, on est en train de travailler par exemple avec la Chambre d'agriculture France, donc pour regarder, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Bienvenue à la ferme, comment est-ce qu'on pourra accompagner ces différents agriculteurs. Donc on n'attendra pas 2050, l'objectif c'est plutôt que ça puisse avancer assez rapidement sur 2024 et par la suite, pour justement accompagner ces agriculteurs pour développer les différents circuits courts. Puis après, c'est aussi un changement d'habitude. Je prends un exemple, on a échangé récemment avec un président de conseil départemental qui me disait qu'aujourd'hui, du côté de ces cantines scolaires, les collèges se faisaient livrer 3 fois par semaine. Lui-même reconnaissait qu'à titre personnel, il n'allait pas faire les courses 3 fois par semaine, mais plutôt 1 fois par semaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas nos différentes habitudes de manière à avoir des massifications au niveau des différentes commandes et de changer ces différentes habitudes et surtout de travailler vraiment avec un circuit plutôt local, plutôt que faire venir des produits de l'autre côté de la France, pour ne pas dire de l'autre côté de l'Europe. Donc c'est aussi ces changements d'habitude effectivement qu'il faut envisager. Et donc c'est des réflexions que nous menons, que ce soit avec la Chambre d'agriculture France, que ce soit avec les conseils départementaux, que ce soit avec l'ensemble des collectivités locales, pour regarder ensemble comment est-ce qu'on fait vivre aussi tous ces PCAET, donc de manière à développer les circuits courts et effectivement rapprocher les producteurs des consommateurs. Merci beaucoup. Dans la question qui nous était posée côté associatif, il n'y a pas seulement la reconnaissance de la contribution des associations à la réflexion, mais il y a également le modèle économique derrière qui se posait. Et puis, cette question du modèle économique, elle se posait également dans la question qui était posée par la start-up. Est-ce qu'à l'INRAE, par exemple, ces réflexions autour du modèle économique, comment on travaille sur la transformation de ces habitudes non seulement pratiques, mais également financières, économiques. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse à apporter ? Oui, alors je vais rebondir juste sur un exemple très concret qu'on est en train de mettre en place sur la logistique de l'alimentation. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en réunion avec le PETR d'Ariège, et donc qui réfléchit à mettre en place une logistique de l'alimentation à l'échelle de son pays. Et donc on avait une réunion avec la totalité des acteurs concernés, c'est-à-dire des transporteurs, des élus locaux, la Chambre d'agriculture et puis aussi des agriculteurs, pour essayer de renforcer l'efficacité du dispositif. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas outillés pour faire la transformation, pour faire la commercialisation, notamment à travers les camions qui sont nécessaires. Et donc, des solutions de type mutualisation des véhicules, des solutions de type création de hubs ici ou là sur le territoire pour éviter d'avoir des tournées qui soient à rallonge. Tout ça, c'est de l'expérimentation, c'est de l'innovation sur les territoires et qui va dans le sens d'un renforcement des modèles économiques, à la fois pour les transporteurs et puis bien sûr pour les exploitants agricoles. Et ça a un impact aussi positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, voilà, c'est une solution tout à fait concrète qu'on essaye d'expérimenter aujourd'hui au PETR d'Ariège. Je voudrais rebondir sur la question des associations parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Toujours sur ce territoire de l'Ariège, on travaille sur la question de l'accès juste à une alimentation de qualité. Et on s'est aperçu finalement qu'on avait une diversité d'acteurs qui étaient au contact de ces populations précaires. Donc c'est des associations qui les aident au quotidien, mais qui ne se connaissent pas les unes les autres, et voire même qui sont en concurrence. Je retiens un mot d'un responsable associatif qui m'a dit « on a chacun nos pauvres ». En disant bah, c'était compliqué pour nous parce qu'on est en concurrence, y compris sur les financements publics, de pouvoir travailler ensemble. Et pourtant, ces associations, elles sont essentielles pour connaître les besoins des populations, pour les accompagner, pour les ramener soit vers l'emploi, soit vers des systèmes d'aide dont certaines populations n'ont même pas connaissance. Et donc, elles sont un relais.
Mais donc il y a deux idées, hein. Il y a une idée de renforcer leur modèle économique, parce qu'évidemment, elles dépendent des subventions et leur activité est principalement liée au bénévolat. Donc comment on arrive à les soutenir, parce qu'elles sont un relais de l'action publique. Et puis dans le cadre de la définition d'un territoire de projet et d'un projet alimentaire sur le territoire, il y a comment on les met en réseau, comment on les met en complémentarité pour pouvoir apporter une réponse efficace aux besoins du territoire. Merci beaucoup. Monsieur Sauré, des éléments de réponse, non seulement du fait de vos statuts de proximité sur les territoires, mais également en tant que président délégué de la NPP, des retours de vos différents territoires, de vos différents membres sur les questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez des partages d'expérience ? Sur le premier point du monde associatif, je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, dans la co-construction à laquelle on travaille dans chacun de nos pays, de nos PETR, les associations, elles ont un rôle fondamental. Elles sont toutes, d'ailleurs, nos conseils de développement, elles ont souvent des collèges associatifs. Alors, ce qui est posé comme question, j'ai envie de dire, on est dans le même bateau, parce que c'est la question des appels à projets plutôt que du contrat de moyen et de long terme. C'est précisément notre problème aussi dans les collectivités, qu'on ne parvient pas à projeter des politiques publiques de long terme parce qu'on doit courir après les appels à projets, et alors même qu'on n'est pas tous armés de la même façon pour aller attraper ces appels à projets. Donc moi je souscris au fait qu'il faut qu'on arrête, qu'on change de modèle. On n'est pas tout à fait armé de la même façon quand on est dans une métropole ou un pays rural. Sur le deuxième aspect, la relocalisation, retrouver de la valeur ajoutée au plus près des territoires. Moi, je savoure ce que j'entends de Nantes, de l'agglomération de Nantes. Moi, j'ai fait exactement la même chose, mais de l'autre côté du miroir, puisque dans le PETR de Lyon, nous avons signé un accord de réciprocité avec la ville de Paris et la métropole du Grand Paris. Donc, on joue le rôle des petits poussés qui alimentons les grands, enfin les consommateurs. Et tout notre enjeu à nous, ça a été dans Lyon de dire on est un grand territoire de production, mais finalement on n'en tire rien parce que la transformation se fait ailleurs et donc la valeur ajoutée n'est pas là, les emplois ne sont pas là, nos producteurs en vivent mal. Donc moi j'adhère complètement à la... On va se voir d'ailleurs, parce que je ne vous connaissais pas, mais j'ai bien envie de vous connaître. Pour tous nos plans d'alimentation territoriaux, je pense que ça, c'est une magnifique réponse, parce qu'en fait, on a tous la même... D'ailleurs, il suffit d'allumer la télé, la radio ou d'ouvrir un journal en ce moment pour comprendre que le sujet est en partie là. C'est redonner de la valeur ajoutée à ceux qui produisent. Donc, on a partout, il remonte cette volonté de la part de l'ensemble de nos adhérents d'essayer de relocaliser. Relocaliser, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, et c'est pas faire sécession de personnes. C'est simplement de dire, il faut qu'on puisse vivre bien, vivre dignement partout sur ce territoire. Et l'une des fractures, on en parlait, la fracture territoriale, le sentiment d'abandon qui peuvent être ceux d'un certain nombre d'habitants de nos territoires, c'est la situation de gens qui voient des espèces d'îlots de richesse auxquels ils n'ont pas accès, sans ruissellement. Alors là, moi, je partage ce que dit Alain Rousset ce matin, le ruissellement, soit on le contraint, au pire, au mieux on le construit, mais j'ai jamais vu un ruissellement naturel. Donc c'est aussi ça le sujet, notre sujet à nous, c'est de nous agripper, de démontrer à des territoires plus riches qu'on a des choses à leur apporter. Donc moi je suis un fervent défenseur de ces contrats de réciprocité. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Ce que j'en conclus en deux mots, c'est que se projeter vers 2050, ça se construit dès aujourd'hui, et c'est ça la conciliation en fait du temps court et du temps long. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre participation ce matin et à vos questions dans la salle. Merci à nos invités de ce matin. Et puis maintenant, sans plus attendre, nous avons un invité qui se joint à nous par visio.
Nous avons la chance d'avoir Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au CEVIPOF et au CNRS, et qui nous fait la joie de nous rejoindre. Alors, comme on est un petit peu hors délai, ah mais fantastique, Monsieur Viard, vous êtes déjà connecté. Bah Merci. oui, Merci beaucoup d'être avec nous maintenant. On vous posait une question lorsqu'on vous a invité et vous avez accepté, c'est développement et bonheur local sont-ils compatibles? Place au mot du sociologue. Merci beaucoup, Monsieur Viard. bonjour. Bon, la journée était un peu chargée parce qu'avec les manifestations agricoles, tout ça, ce matin j'étais à France Inter, ce soir je suis à C'est à vous, enfin bon. Donc je ne suis pas à La Rochelle, excusez-moi, on va s'exprimer comme ça. Je ferai une première transition avec le débat que vous venez d'avoir. Je pense, si vous voulez, que la France est le seul pays, grand pays, qui avait bâti sa modernité sur son agriculture. Et ça s'est passé d'abord en 1789. On avait partagé le foncier des aristocrates et des églises. On a créé des exploitations familiales. Et puis ensuite, on a eu Jules Ferry, Méline, qui ont fondi beaucoup d'agriculteurs républicains, conseillers municipaux, peu productifs, soldats, chefs de famille. Et puis on est allé se nourrir sur les colonies. Et puis ensuite, on a eu Pisani, De Gaulle, qui nous ont dit la souveraineté, c'est l'arme nucléaire et l'indépendance alimentaire. Chaque fois, les agriculteurs ont fait ce qu'on leur a demandé. Et donc, Pisani a développé une agriculture chimique et mécanique qu'il a un peu regretté dans ses excès. En fait, on était enfin arrivé à nourrir la France et on oublie trop aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun problème de nourriture. Quand il y a la vache folle, on mange autre chose, etc. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la société. Si je vous dis ça, c'est parce que la question aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de grand pacte. On n'a pas une réflexion de fond de la société vis-à-vis effectivement de son monde agricole. Il n'y a pas l'équivalent de Pisani, si vous voulez. Au fond, c'est quoi la grande pensée du rapport au vivant dans nos sociétés, du rapport à la nature, à l'intérieur de l'alimentation, de la production du territoire. Donc je pense qu'il nous manque ce quatrième pacte. On a eu celui de la Révolution française, celui de la République, et puis effectivement celui de l'indépendance. Il nous manque un quatrième pacte. Donc je voulais mettre ça au début en rajoutant deux idées, ce que vous dites sur les circuits courts, je suis tout à fait sensible à ça. J'aime beaucoup les maisons de l'alimentation qu'on fait en Occitanie, où effectivement chaque personne vient cuisiner, on partage la nourriture, on discute, et du coup il y a un couscous, il y a une daube, etc. Chacun amène sa culture alimentaire. Je vous rappelle que le couscous, c'est le plat préféré des Français. Et une deuxième chose que je voudrais dire aussi, je pense qu'on a oublié d'enseigner la cuisine. On a bien vu pendant le Covid, il y a plein de gens qui ne savent plus cuisiner. Et donc, c'est sûr que c'est plus simple de faire un steak ou d'acheter un truc surgelé que d'aller cuire des légumes, etc. Et donc, il y a un énorme problème dans les écoles d'apprendre. Moi, j'ai pris des cours de cuisine, j'ai suivi des cours de cuisine dans ma génération à l'école. Et il y a un autre énorme problème, c'est que les grandes surfaces qui font 65% de l'alimentation, alors il y a la question des marges, mais il y a une autre question, c'est qu'elles ne poussent pas à une agriculture où il y ait moins de viande. Alors, c'est vrai qu'on aurait intérêt à manger moins de viande, notamment de vache. Et donc, il y a tout un boulot du grand commerce, aussi de la formation des populations dans un nouveau rapport à l'aliment. Et je crois que c'est important de dire ça pour ne pas être dans des affrontements complètement frontaux. Après, la question du bonheur, la question du local, il faut comprendre une chose. Le monde a bifurqué, mais brutalement. On était dans une société depuis 150 ans qui était bâtie sur le progrès. On était tous d'accord, pas sur la répartition des fruits du progrès entre la droite, la gauche, le capital, le travail, etc. Mais on était d'accord pour vivre plus longtemps, on était d'accord pour aller plus vite, on était d'accord pour tout ça, pour voyager plus, etc. Et on avait le sentiment qu'on allait dominer la nature, et on a construit une société du progrès magnifique, magnifique. La vie a augmenté d'à peu près presque la moitié. C'est extraordinaire, l'allongement de l'espérance de vie, c'est incroyable. Même depuis la guerre, on a encore gagné 25 ans d'espérance de vie sur une vie qui en moyenne est un peu moins de 80 ans. Et en grande partie à cause de l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'il y a de la chimie, bien sûr, etc. Mais n'empêche que c'est aussi, évidemment, il y a d'autres éléments, notamment les progrès de la santé. Donc, il faut avoir ça dans la tête. Et puis, cette société du progrès, eh ben, elle s'est brisée, si on peut dire, avec le Covid-19. Elle s'est brisée dans sa perspective. On s'est rendu compte que le progrès, c'était aussi, d'abord, on avait commencé à ralentir, on avait enlevé le Concorde, etc. On s'est rendu compte qu'effectivement, une pandémie pouvait se répandre sur la Terre en un mois et tuer 30, 40 millions de personnes et nous obliger à nous enfermer chez nous pendant des mois.
et à tous se regarder par le numérique. Heureusement qu'il y avait le numérique, ça m'a renvoyé ce que je voulais vous dire. Et du coup, on a sauvé 200 ou 300 millions de personnes avec ces pratiques sociales-là. Et en même temps, on est tous traumatisés. On est complètement traumatisés, on est de plus en plus violents dans les couples, dans la rue, dans les États. Donc on a une période de sortie de crise qui est extrêmement difficile et on bifurque à toute vitesse parce que d'un coup, et 37% des Français considèrent que la crise écologique et la guerre climatique qu'on a commencé à mener est la principale question de l'avenir. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. En Europe, il n'y a que le Danemark et nous qui avons cette conviction. Il y en a d'autres qui pensent que c'est l'Ukraine qui est un gros sujet, ou l'inflation qui est un gros sujet. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la question centrale, c'est la guerre climatique, c'est le rapport à la nature, c'est le rapport au territoire, et c'est tout ça qui est devant nous. Donc, on a bifurqué. Retenons cette idée, et cette bifurcation fait peur, y compris, c'est une des raisons de l'effondrement de la natalité chez les jeunes filles diplômées. Donc, il y a aussi cette question, parce que aimer la vie, c'est aussi pour moi aimer les enfants, avoir envie d'en faire. Et si d'un coup on a peur pour ses descendants, si on pense qu'au fond, on a mal pensé le monde à naître, des enfants à naître, on est dans une situation extrêmement difficile. Donc ça, c'est la toile de fond. Et après, notre société, elle est marquée parce que le patron de ce système, que j'aime bien, appelle le double proche. De plus en plus, on a une double proximité. On a une proximité numérique, qui est la première de nos proximités. On passe des heures sur nos ordinateurs, nos téléphones portables, 25% des gens travaillent par là, l'essentiel des biens culturels circulent par là, la vie sexuelle, une grande partie de mythique et autres activités, et puis évidemment le commerce. Et la semaine dernière, je crois que 70% des Français ont commandé un objet grâce à leur téléphone portable. Et 21 millions de Français ont des comptes sur Amazon. Donc il se crée un monde numérique extraordinaire qui nous lie les uns avec les autres. Pour un jeune, la culture, c'est numérique. L'idée d'aller dans un théâtre, tout ça, il y a le chèque culturel qui a été fait, qui est à mon avis très positif. Au début, j'étais contre, hein, je vais être honnête, mais finalement, ça a des bons effets, parce qu'il faut sortir de l'écran pour revenir dans la réalité. Bon. Et de l'autre côté de ce monde numérique qui nous restructure complètement, il y a effectivement la recherche d'un nouveau local, de la proximité, du marché, de les gens à la sortie du collège, de savoir ce que font ses voisins, etc. Donc, ce n'est pas du tout communal, ce n'est pas un retour à la commune, c'est une société de la proximité et de l'extraordinaire mobilité numérique. Et c'est ce couple qui se cherche et qui, suivant les territoires, fonctionne plus ou moins bien. C'est ça qu'il faut regarder et se dire comment on facilite le fait de temps en temps de sortir de l'écran pour aller au marché, de sortir de l'écran pour peut-être retourner au théâtre ou pour aller à une réunion de quartier. Ou pour... Il y a le sport aussi qui joue très très important, la construction du local, de la proximité. Donc retenez cette idée du double proche. Et ce double proche, il va s'inscrire dans nos territoires. Quand vous regardez les Gilets jaunes, c'était quoi les Gilets jaunes? C'était les petites communes isolées qui se sentent abandonnées par le monde moderne, on va dire, pour des Saint-Dié, pour ne pas prendre dans votre région, qui est tout à fait à côté de Bar-le-Duc, je ne pense pas que vous y soyez déjà allé, qui était le cœur de la manif. Et puis le périurbain, les lotissements. C'est-à-dire qu'on a mis 60% des Français ont une maison avec jardin. Et ces Français habitent dans des petits villages, dans les grandes villes, parce qu'il y a des tas de... Moi, j'étais responsable à Marseille des poubelles, j'avais 128 000 jardins, je le sais parce que je les équipais pour qu'ils puissent faire effectivement gérer leurs déchets. Donc, c'est pas forcément à l'extérieur des villes, ça peut être dans leur périphérie, et dans certains nombre de grandes métropoles moyennes, comme Nantes, etc., La Rochelle, bien sûr, et tout. Donc, il faut bien voir cette société du périurbain, et cette société du périurbain est une société non citoyenne. Parce que si vous habitez, mettons, à 1 heure de Paris ou de Lyon, vous n'avez pas choisi une commune. Vous avez acheté un terrain près d'un rond-point avec un supermarché, un collège et moins d'1 heure de trajet voiture pour aller travailler. C'est les Gilets jaunes. C'est la majorité des travailleurs français. Et donc ces gens-là, ils se vivent à l'extérieur de la ville. C'est comme si c'était des super grands banlieusards. Alors suivant le territoire communal, ils sont encore dans la commune, dans les certains nombres de villes moyennes, qui ont en fait du périurbain dans la ville, dans des grandes villes comme Paris, il est clair qu'en Paris, il n'y a pas de banlieue dans la ville. Donc, il y a des banlieues dans la ville, mais il n'y a pas de lotissement dans la ville. Donc, on est là dans un nouveau modèle qui fait une rupture entre nous. Et si vous regardez la base du populisme aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne, c'est le grand périurbain, parce que ces gens ne sont plus citoyens, ils sont propriétaires, ils en sont très heureux, leur petite maison avec leurs chiens, tout ça. C'est pour la première fois souvent, leurs parents ne l'étaient pas, leurs grands-parents non plus. Donc, c'est une promotion par la propriété, mais par l'isolement, et qui effectivement fait qu'ils sortent de la citoyenneté, ils s'abstiennent ou ils votent pour des partis extrémistes de droite, d'extrême droite.
Donc, il faut bien voir ça, cette réorganisation complète des territoires. Et puis après, vous avez effectivement ce jeu entre, au fond, la commune-centre et sa périphérie. C'est-à-dire que, au fond, le modèle idéal, c'est d'habiter à côté d'une ville où il se passe plein de choses, où on peut aller ponctuellement. Des réunions, et le modèle, ça pourrait être un écrivain, vous n'avez sans doute pas lu, qui s'appelait Ivan Kremniov, qui était le ministre agrarien de Lénine. Vous voyez, je vais très loin. Il n'était pas communiste, hein. C'était le président du parti agrarien. Il a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanne. Et il décrit l'avenir qu'il voit du monde. C'est Moscou, 4 millions de chambres d'hôtel, pas d'habitants. Et tout le monde vient dans la ville pour aller au théâtre, pour se rencontrer, pour faire l'amour, pour des réunions professionnelles. Mais tout le monde habite à l'extérieur dans des villes-jardins. Au fond, c'est le modèle qui est en train de triompher en partie, pour ne pas exagérer, parce que les villes moyennes continuent à se peupler, et Paris se dépeuple beaucoup depuis quelques années, parce que les grandes métropoles, au fond, elles sont devenues numériques. Et on a compris que Paris, c'est une ville absolument géniale pour y aller de temps en temps. Y habiter tous les jours, y élever des enfants, etc., où il faut être extrêmement riche, mais ça ne nous concerne pas en général, où effectivement, ce n'est pas possible. Donc, on est dans toutes ces transformations qui renvoient derrière à des modes d'usage du territoire, à des reconstructions de la citoyenneté. C'est pour ça, moi, je plaide pour qu'on ait tous deux droits de vote. Un où on travaille, un où on habite. Parce que ces gens qui sont exclus des villes, au fond, cette classe populaire du lotissement, qui est majoritaire aujourd'hui, elle a envie de voter dans sa ville. Si vous habitez à 3/4 d'heure de Nantes, c'est la vie à Nantes qui vous intéresse. Vous savez souvent à peine la commune où vous habitez, parce que vous avez acheté un terrain, vous n'êtes pas dit, là c'est beau, etc., j'ai envie d'habiter là. Ça, c'est les bobos comme moi qui quittent la ville pour aller dans des territoires valorisés par le tourisme, etc. C'est un autre processus. Donc, il faut avoir tout ça dans l'intérieur d'une société très mobile. Une société, il y a 10% des gens qui vont mourir dans la commune où ils sont nés. Il y a la moitié des gens seulement qui vivent dans le département de leur naissance. Donc, faisons attention à cette représentation d'une société stable. C'est une société d'hypermobilité. C'est une société où les familles sont très discontinues. C'est une société où 63% des bébés naissent hors mariage, 63% des bébés naissent hors mariage, où 4% des gens vont à la messe, 4% des gens vont à la mosquée. Vous voyez, par rapport aux représentations qu'on a d'une société de stabilité, le mariage, la religion, le vote, le CDI ou l'entreprise privée, on n'est plus là-dedans. On est dans une société d'aventure, de discontinuité, de vie beaucoup plus longue, parce que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Parce qu'on peut retenter sa chance. Il n'y a pas d'âge pour refaire une histoire d'amour. Il n'y a pas d'âge pour déménager. Il n'y a pas d'âge pour aller prendre sa retraite à 1000 km de là où on habite. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a plus d'âge. Et donc, du coup, on peut vivre plusieurs vies dans une vie. Et puis, il y en a pour qui ce n'est pas possible. Il y en a qui sont trop défavorisés. On peut leur dire, quand ils m'entendent, oui, d'accord, mais moi, ça ne me concerne pas. Donc, il y a ça aussi. Comment on aide les plus fragiles à partir, à aller ailleurs, à avoir la liberté de se séparer. Vous voyez, il faut aussi se poser ces questions, parce que plus on est modeste, au fond, plus on est stable. Donc, mais pas forcément par choix. Donc, si vous voulez, c'est tout ça, à mon avis, que je veux mettre dans nos discussions, avec l'idée, au fond, et on le voit bien avec la crise actuelle, on a deux sujets. On a ce que j'ai dit au début, 53% du sol est encore tenu par la classe paysanne, même s'il n'y a plus que 400 000 fermes. Et il faut protéger ça, c'est un sanctuaire, parce que c'est la base d'une société écologique qui doit se nourrir, s'habiller, capter du carbone, produire de l'énergie et défendre notre culture territoriale, nos paysages, nos spécificités. Et effectivement, là, il y a un enjeu majeur avec la forêt qui est très mal travaillée en France, c'est 30% de l'espace. Il y a la ville. La ville, elle est déjà très dense. Les gens n'ont pas envie qu'on monte en hauteur. Il n'y a pas de demande d'habitat en hauteur. Il y a dans nos villes une demande d'habitat double. Il y a 4 millions de familles qui ont un appartement et une maison. Ah oui, ça c'est bien. Un appartement et une maison avec un jardin à l'extérieur de la ville. Ça c'est bien. 4 millions de familles, en gros, ça fait 3 ou 4 familles qui utilisent chaque maison. Ça fait à peu près 12 millions de familles qui accèdent régulièrement à cette double résidence. Mais sinon, ce qu'on a envie, c'est d'habiter à côté de la ville. Et donc, la question qui nous est posée, c'est protéger les terres agricoles, protéger les forêts, ne plus densifier la ville, la rendre plus lente, plus piétonne, etc. Mais en pensant que cette ville, elle est faite pour qu'on y rentre. Et le gros problème actuellement des grandes villes, c'est qu'elles ont des politiques adaptées aux habitants. On dirait que c'est les habitants qui votent. Mais regardez Paris. Paris est fait pour ceux qui y dorment. Et il y a 2 millions de personnes qui y dorment, c'est important. Mais tous les jours, il y en a 4 millions qui y rentrent. Et qui décide de comment la ville est faite? Ceux qui utilisent ce moteur de ville ou ceux qui y dorment? C'est un vrai souci. Vous
voyez, donc il faut qu'on densifie le périurbain. Moi, c'est ma théorie d'approche. C'est là qu'il faut qu'on recrée la ville-jardin, intégrée dans la métropole-centre, dans la ville symbolique, que ce soit La Rochelle, que ce soit Bordeaux, parce que les gens disent j'habite à La Rochelle. En fait, souvent, ils sont sur une autre commune. Mais dans la réalité, quand de loin, où tu habites à La Rochelle, bon, comme les Parisiens, les gens qui habitent dans l'Île-de-France, souvent se disent j'habite à Paris, parce que sinon, ils habitent tous, c'est compliqué, etc. Donc, il faut penser cette ville-jardin, il faut l'organiser comme espace de proximité, comme espace de démocratie, comme espace de ramassage de transport, etc. C'est le grand enjeu et le densifier. Il faut autoriser les lotissements à couper les terrains par 2, par 3. Vous savez, 400 mètres carrés, c'est très bien. Moi, je dis, ce qui compte quand on a une maison avec jardin, ou d'ailleurs une terrasse, c'est est-ce que je peux sortir tout nu sans qu'on me voie? Est-ce que l'extérieur renvoie à mon intimité? Ou est-ce que tout le monde me voit? C'est pas la peine d'avoir 2 hectares chacun, c'est d'abord pas possible. Mais par contre, on peut très bien avoir 300-400 mètres carrés, être isolé, les maisons sont bien calculées. Il faut qu'on densifie nos lotissements. On a créé les rues, on a créé les égouts, il faut qu'on les densifie, il faut que les réorganise autour de lieux centraux, peut-être sur la base des collèges. Il faut penser que le collège était le premier lieu du lien, peut-être plus que la communale, et qu'il y avait là une réflexion à avoir sur le collège, sur le territoire, sur le marché, sur le sport, sur la culture, sur la bibliothèque. Peut-être qu'on pourrait penser à ça. Il ne faut pas penser commune, il faut penser proximité. Je crois que ça, si vous voulez, c'est un enjeu absolument majeur. Et puis, je dirais, si vous voulez, dans cette société, qu'un des gros problèmes qu'on a, puis après il faut qu'on discute, c'est qu'il faut qu'on rende les sujets à l'échelle de la vie des gens. Si on dit le réchauffement climatique à 2100, c'est trop loin. Si on dit le monde chauffe, oui, c'est bien, mais chez moi, comment je fais pour qu'il chauffe moins? Donc, la question, c'est que chaque commune, chaque entreprise, chaque grand commerce doit faire une analyse de sa production de carbone ou de méthane. Et on doit dire, par territoire, qu'est-ce qu'on fait dans les 10 ans qui viennent? Sur ma petite commune, là, en 10 ans, comment on fait pour diminuer l'impact carbone? Mais tout privé, public, on s'en fout. Peut-être qu'au début, on va commencer par passer au bio dans les écoles, peut-être qu'on va passer par des ramassages scolaires électriques, et puis la cheminée de l'usine qui pollue, bon, il faut mettre plus de temps, ça va coûter cher, comment on monte les dossiers pour financer, etc. Il faut que chaque territoire se pose cette question. Vous voyez, j'ouvrais le congrès des centres Leclerc, je leur dis la même chose. Chaque centre Leclerc doit faire un bilan carbone de tout, les gens qui viennent consommer, d'où viennent les produits, comment c'est, etc. Et puis, à partir de là, on fait un bilan sur 10 ans pour diminuer, pour rentrer dans la COP 21, on va dire. Et on dit aux clients tous les ans, on a fait, on n'a pas fait. Et je leur ai dit, et quand il y a un produit, par exemple des fraises du Chili, vous ne voulez pas en prendre parce que c'est pas écologique, vous faites un petit panneau. Nous ne prenons pas les fermes un petit rayon vide, ferme du Chili, c'est pas la saison. Et puis, il faut aussi que donc il y ait une pédagogie, une éducation. Les grandes surfaces ont un rôle énorme dans l'éducation, dans ces sujets. Vous voyez, c'est pareil pour chaque entreprise, ce bilan carbone, ce diagnostic, etc. De façon à ce qu'on puisse se rendre compte dans les 10 ans qui viennent, ce que je suis en train de vivre, et dans le territoire où j'habite, qu'est-ce que je peux faire? Et comment on se crée du commun dans ce combat. Et vous savez, c'est la question centrale dans notre société, c'est qu'on avait un commun qui était celui, on va dire, de la lutte des classes, pour aller vite, où chacun avait son commun, mais c'était des mondes chauds. On pouvait être pauvre, mais une grande manif, c'est quand même génial. C'est un immense plaisir d'être ensemble, c'est des histoires d'amour, c'est tout ça. Le combat politique, comme le grand combat culturel, comme les grands spectacles culturels, ça crée du lien. Bon, et comment est-ce qu'effectivement on est en train de, en ce moment, on se déstructure, les classes sociales se défendent et tout, parce que le nouvel enjeu, c'est la guerre climatique. Et là, on n'a pas encore reconstruit les groupes. On ne voit pas très bien. Il y en a qui sont pour le nucléaire, il y en a qui sont contre, qui peut les mettre sur différents groupes, etc. Et sujet par sujet. Donc, disons-nous qu'on est dans cette bifurcation, on est dans cette transformation. Acceptons qu'il faut qu'on passe des compromis. Acceptons que quand le monde change aussi vite, chacun a des convictions radicales. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Moi, je dis personne ne sait ce qu'il faut faire. Il faut qu'on discute sur tous les sujets. Si on ne sait pas faire de compromis, on va aller aux prises de pouvoir des populistes. Parce qu'effectivement, eux, ils disent, nous, on sait ce qu'il faut faire. Bon, oui, Trump, il vous dit, bon, la guerre d'Ukraine, en une semaine, c'est fini. Oui, avec des vérités comme ça, on n'avance pas très vite. Mais ça séduit parce qu'on est dans une démocratie d'opinion. Les gens ont besoin de réponses immédiates. Donc, comprenons que nous devons accepter une culture du compromis, de l'habitabilité, parce qu'au fond, le bonheur individuel, il s'inscrit dans cette société. Vous savez, plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Donc, plus on a des grands moments de bonheur et des grands moments de rupture. Regarde en ce moment les chiffres qui sortent sur l'appauvrissement des couples qui se séparent. Oui, mais quand 63% des enfants naissent hors mariage et quand en moyenne, on a plusieurs partenaires de vie successifs, il y a forcément des moments d'intense bonheur et des moments de rupture.
Et notre société est bâtie sur la sédentarité, elle est bâtie sur la permanence, parce que c'était les revendications populaires depuis la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Regardez les jeunes, souvent ils préfèrent un CDD, un CDI, parce qu'ils s'engagent que d'un côté, si on peut dire. Regardez le nombre de couples qui n'habitent pas. Et c'est des couples assez des vrais couples, mais qui décohabitent. Vous avez toutes ces évolutions de mode de vie. Donc comprenons que c'est une société de la liberté extraordinaire des individus, que cette extraordinaire liberté a besoin d'un nouveau commun pour se rassembler, et on est entre deux modèles, un peu terrifiés par ce qui nous arrive, et en même temps, qu'est-ce que la France est belle et qu'est-ce qu'on y vit bien. Merci.